La musique, c'est un art complexe remontant à la préhistoire et qui s'est beaucoup diversifié au fil de son évolution. Elle occupe désormais notre quotidien depuis plus d'un demi-siècle sous les multiples styles et formes que nous connaissons aujourd'hui. Cette démocratisation a d'ailleurs été permise grâce à l'invention de moyens pour capturer le son, le stocker et enfin le diffuser. Ces différentes technologies ont évolué et de nouvelles technologies apportées par l'informatique sont ensuite arrivées, permettant de nouveaux progrès. Mais à l'heure où la musique est omniprésente dans notre environnement, à la radio, sur CD et de plus en plus sur internet et sur nos téléphones, il est temps d'essayer de dresser un bilan. Les nouvelles technologies ont-elles amélioré notre perception musicale ou pas? La plupart des personnes seraient tentées de dire oui, les plus conservatrices de répondre non. Déterminons alors ce qui a vraiment changé. Salut à tous. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons voir si notre expérience musicale a été améliorée avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. Mais avant toute chose, il est nécessaire de définir quelques bases. La musique, c'est quoi? C'est du son. Mais le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est une vibration des molécules d'air qui nous entourent. Elle est provoquée par un solide qui lui-même vibre, comme nos cordes vocales ou les cordes de cette guitare. Cette variation produit donc une onde qui fait varier légèrement mais rapidement la pression de l'air. On voit bien au ralenti que les cordes de guitare vibrent et produisent une onde. Il n'y a plus qu'à s'imaginer que les cordes bousculent dans leur mouvement les molécules. Un exemple est toujours mieux qu'un autre discours. Donc prenons l'eau comme exemple, qui est un fluide comme l'air. Si j'agite ma main comme le ferait la corde, une onde se propage dans l'eau. Cette vibration, qui se propage à environ 340 mètres par seconde dans l'air, peut donc faire vibrer un solide comme mon tympan, ou encore les murs qui font vibrer à leur tour l'air qui est de l'autre côté. Je disais donc, cette vibration se traduit par une onde plus ou moins rapide. On appelle ça la fréquence d'une onde. Une vibration rapide correspond à une fréquence aiguë et une vibration lente correspond à une fréquence plus basse. Cette fréquence s'exprime en Hertz. Je vous disais tout à l'heure qu'un solide devait faire vibrer l'air. En fait, un mouvement rapide de l'air, comme quand on claque des mains, produit aussi une vibration, et quand on siffle également. D'ailleurs, si je m'enregistre en sifflant normalement, puis plus aigu, on peut voir que les ondes produites sont différentes. Sur celui du haut, on peut voir que les vagues de l'onde sont plus longues que celles du bas, donc la vibration est moins rapide, la fréquence est donc plus basse. Quand on parle, c'est le même principe. La seule différence, c'est qu'il y a des harmoniques qui s'ajoutent à la fréquence de base, dite fondamentale. En gros, ça ressemble à ça. Ce sont ces harmoniques qui donnent un timbre et un caractère à chaque voix. Et aussi à chaque instrument, car en musique, c'est pareil. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, les nouvelles technologies. Deux inventions qui ont changé la musique sont le microphone et le haut-parleur. Ils fonctionnent sur le même principe que nos tympans et nos cordes vocales. Les vibrations dans l'air viennent faire vibrer une membrane située dans le micro et celui-ci transforme ces vibrations en signal électrique, généralement grâce à une bobine qui coulisse le long d'un aimant. Cela diffère selon le type de micro. Quoi qu'il en soit, une fois le signal électrique créé, on peut en faire ce qu'on veut, l'enregistrer, le traiter, nous verrons ça après. Mais aussi le diffuser avec un haut-parleur qui n'est ni plus ni moins que le même système à l'envers. Le signal électrique qui arrive amplifié dans la bobine la fait bouger par rapport à l'aimant, celle-ci fait à son tour bouger la membrane qui fait bouger l'air, les vibrations sont ainsi recréées. Et cela a permis beaucoup de choses au niveau musical. En effet, à part les chanteurs d'opéra pouvant atteindre des intensités sonores très élevées, les chanteurs en général ne pouvaient pas être entendus au même niveau qu'une batterie par exemple, sauf si la batterie était en retrait, comme le sont les percussions dans un orchestre symphonique, et encore c'est pas sûr. Ce sont donc les micros et haut-parleurs qui ont permis aux voix et instruments de faible puissance de cohabiter sur une scène avec des instruments qui font beaucoup plus de bruit en rehaussant le son des niveaux les plus faibles avec une table de mixage pour les réémettre ensuite avec des enceintes plus forts. Ce qui aurait ressemblé à ça ressemble maintenant à ça. Mais ce n'est pas tout, les guitares électriques sont aussi équipées de micros. Ce
Ce sont eux qui remplacent la caisse de résonance d'une guitare traditionnelle. Et c'est l'ampli, comme on l'appelle dans le milieu, qui amplifie le son précisément capté par ces micros. Donc sans micro du tout, ça donnerait plutôt ça. Les nouvelles technologies ont donc bien ici amélioré notre perception musicale. De nouveaux genres ont pu faire leur apparition en permettant du coup à des instruments différents de jouer en même temps à côté, sans problème, mais aussi en permettant le traitement du son capté par les micros avant de le réémettre. Lucas ? En effet, Louis. D'ailleurs, la guitare électrique, symbole du rock'n'roll, est un bel exemple de la distorsion. La distorsion, c'est un effet qui consiste à augmenter l'intensité du signal sonore pour que l'amplitude soit tellement élevée que le son sature. Mais le son n'est pas seulement modifié de cette façon. On peut aussi lui appliquer un délai, une reverb ou un écho, et tous ces effets ont été créés pour améliorer esthétiquement le son. Par exemple, la reverb, ça permet de positionner le chanteur dans un endroit qui résonne, alors qu'en fait, il est simplement sur scène. Ici, je suis dans un endroit qui résonne. Ici, non, sauf si on applique une reverb. Les micros et le haut-parleur ont donc permis, on vient de le voir, de grandes avancées. Mais au fait, est-ce qu'un son qui sort d'un haut-parleur est le même que celui d'origine ? Très bonne question. Alors, en écoutant comme ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, on va enregistrer avec un micro un bruit blanc et on va observer si chaque fréquence est enregistrée au même niveau. Alors, le bruit blanc, c'est quoi ? En fait, c'est juste un mélange de toutes les fréquences et ça sonne un peu comme ça. Et toutes ces fréquences sont émises à la même intensité sonore. Ceci dit, revenons maintenant à notre expérience. Nous nous sommes munis d'un ordinateur, d'un micro et d'un casque dans lequel nous avons fait sortir le bruit blanc. Et on va le récupérer directement grâce à ce micro qu'on va mettre comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc ici on a le spectre du bruit blanc. On voit que toutes les fréquences ont été émises au même niveau. Alors qu'ici, sur le spectre du micro, toutes les fréquences ne sont pas enregistrées au même niveau et les fréquences qui sont au-delà de 20 000 Hz ne sont pas captées. Mais est-ce que si j'utilise des micros différents, on obtiendra le même résultat ? Faisons le test. Essayons maintenant avec un autre micro. Donc ici, on a les spectres des trois enregistrements des micros. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque spectre est différent. Donc chaque micro a un spectre différent. Et on peut en conclure du coup que chaque micro n'est pas sensible aux fréquences de la même manière. Donc non, même si les nouvelles technologies se rapprochent de plus en plus du son original, il est encore impossible aujourd'hui de le reproduire avec exactitude. Un enregistrement ne sera pas totalement fidèle au son de l'instrument en question. Par conséquent, si le premier maillon de la chaîne du son ne permet pas une reproduction conforme au son original, alors le son restitué par la suite sera compromis. En plus, même les haut-parleurs, comme les micros, ne reproduisent pas toutes les fréquences de la même manière. Ces nouvelles technologies permettent donc de nombreuses choses, mais ne permettent pas la reproduction identique de la source originale. D'ailleurs, est-ce que nous-mêmes entendons tous tout de la même manière ? Très bonne question. En fait, non, pas du tout. Nous n'entendons pas tous de la même manière les différentes fréquences. D'ailleurs, chacun entend les aigus et les graves moins fort. Et tout cela s'est mis en place, chez chacun, pendant notre petite enfance, dans le ventre de notre maman et une fois née, puisque les voix se situent dans les médiums. C'est ce l'on pourrait appeler notre culture auditive. C'est cette culture qui fait que l'on n'entend pas des fréquences isosoniques, c'est-à-dire au même niveau sonore, de la même manière. Comme les micros, nous ne percevons donc pas non plus les différentes fréquences au même niveau. Le problème d'une reproduction imparfaite serait donc négligeable.
Nous avons déjà parlé d'effets et de traitements artistiques appliqués au son capté, mais existe-t-il d'autres types de traitements ? Oui, il existe d'autres types de traitement du son, cette fois-ci non pas appliqués au son à des fins artistiques, mais dans un but technique, pratique. En effet, ce procédé est couramment utilisé dans le domaine de la musique, afin par exemple de réguler le niveau de certains instruments. Lors de concerts, la compression dynamique peut être également employée afin de réguler le niveau de la voix des chanteurs, pour que celle-ci garde à peu près la même puissance. Mais quel est le principe de la compression dynamique ? Pour cela, définissons tout d'abord ce qu'est la dynamique sonore. La dynamique sonore, dans une musique, c'est l'amplitude qu'il y a entre les moments où le son est le plus faible, comme ici, et ceux où le son est le plus fort, comme ici. La compression dynamique consiste donc à réduire artificiellement cet écart en diminuant les crêtes et en augmentant le volume général, comme vous pouvez le voir ici en appliquant une forte compression. Le son obtenu est donc perçu plus fort, alors qu'en réalité il ne l'est pas, il est simplement plus homogène. Les publicitaires ont également recours à cet outil. Ils profitent de ce système de compression pour faire ressortir les programmes de pub par rapport aux autres programmes qui eux ne sont pas compressés. En compressant au maximum leur bande son, le volume général de la pub est ainsi maintenu au seuil de la norme qui leur est imposée. Cela attire par conséquent l'attention de l'audience. De plus, la compression dynamique est le principe fondamental des formats audio tels que le MP3, dit format destructeur. En réduisant l'amplitude, le nombre de fréquences à enregistrer est réduit. Non, pas le nombre de fréquences, le nombre d'informations concernant le niveau sonore. Ces formats utilisent également la compression fréquentielle qui réduit le nombre de fréquences à enregistrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, une qualité studio avec des fréquences qui vont à plus de 47 000 Hz. Quant à ici, nous avons une qualité MP3 fortement compressée avec des fréquences qui s'arrêtent à seulement 15 000 Hz. L'effet combiné de ces deux types de compression résulte d'un fichier numérique beaucoup plus léger. Le fichier audio sera donc beaucoup moins lourd, mais la qualité sera réduite selon le type de compression appliqué. Et bien que le format MP3 soit le plus répandu, il existe d'autres types de formats ayant un poids identique, mais avec une bien meilleure qualité. Vous l'avez compris, par rapport à un format non compressé de qualité studio, le format MP3 élimine beaucoup d'informations pour prendre moins de place sur nos lecteurs. Mais la question est de savoir si cette différence de qualité est perceptible ou non. Nous avons donc réalisé un sondage dans notre lycée composé de quelques questions sur les habitudes musicales des personnes interrogées, suivi d'une écoute d'un extrait de Paradise de Coldplay et de Rolling in the Deep d'Adele. Chaque extrait était proposé dans un ordre précis en 3 formats: au format studio non compressé, au format MP3 avec un débit de 320 kbps par seconde et enfin dans un format MP3 très compressé avec un débit de seulement 96 kbps par seconde. On leur demandait alors de nous dire si une différence de qualité était perçue alors que nous en entendions une en connaissant l'ordre. On a été assez impressionnés de voir que 26% des sujets interrogés ont classé le format MP3 en tant que meilleur extrait et que 22,5% ont classé le format studio en tant que moins bon extrait. Sachant qu'ils sont presque tous élèves de lycée, leur oreille est encore jeune et n'est pas forcément abîmée. Pourtant, grâce à ce sondage, on remarque qu'ils distinguent mal la différence de dynamique, qu'ils ne perçoivent pas la destruction de plus de la moitié des fréquences et qu'ils considèrent le morceau le plus fort comme étant le meilleur. Cela est probablement dû au fait que 91% écoutent de la musique tous les jours et que 83% écoutent de la musique compressée et sûrement assez fort. La musique compressée est néfaste pour notre oreille puisqu'elle devient paresseuse. En effet, elle n'a plus à distinguer de grandes amplitudes sonores. Les enceintes sont aussi la cause de problèmes auditifs, puisqu'elles peuvent causer de simples fatigues de l'oreille jusqu'à des lésions irréversibles. Les nouvelles technologies ont donc incontestablement changé notre perception musicale. Les micros et les haut-parleurs ont permis l'amélioration esthétique et technique du son par l'intermédiaire de divers appareils avec une authenticité suffisante, et les supports de plus en plus modernes ont accru notre mobilité en écoutant de la musique. Néanmoins, ces technologies comme la compression restent à utiliser à bon escient car elles peuvent causer des dommages à notre appareil auditif, tout comme l'écoute prolongée à un niveau trop élevé avec des écouteurs ou lors de concerts.